son impopularité, elle est tout à fait justifiée. Et il a fait plein de conneries. Mais c'est le bouc émissaire parfait. Parce que je peux te dire que s'il doit se casser, il y en a d'autres qui devraient se casser aussi. Lui, oui, bien sûr, mais les autres aussi. Parce qu'il y a beaucoup de... Là, ils sont tous responsables du bordel. Ils sont tous responsables de penser à leur gueule plutôt qu'à l'intérêt général. Pour moi, hein, je me gourre peut-être, mais une grande partie. Tout mettre juste en s'imaginant que Macron va partir, tout va s'arranger, c'est le rêver. Comment le système médiatico-politique est en train de fabriquer des nouveaux Macron. Depuis le début, c'est l'aventure d'un seul homme face à 67 millions de Français. Donc oui, le macronisme mourra avec Macron. Mais la vraie question, elle n'est pas là. Ceux qui ont fabriqué Macron, ils vont faire quoi? Est-ce qu'ils vont mourir avec le macronisme? Ça, c'est pas sûr. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, ces gens-là? Là, vous commencez à comprendre un peu mon histoire de fabrique à Macron. Vous prenez aujourd'hui quelqu'un comme Alain Minc. Alain Minc, donc, est l'un des grands Manitou de la politique française, qui détient le pognon, qui détient les médias, qui détient les cerveaux, et qui est capable d'être celui qui, un peu comme quand tu fais une galette des rois, il sait où est la fève. Bon bah Alain Minc, il sait où est la fève. Il n'y a même pas de galette, il n'y a même pas de fève. Mais il est déjà bien renseigné, parce que c'est lui qui la met la fève. Donc ça, c'est pratique. Écoutez ce que nous a dit Alain Minc, le même mec, hein, c'est le même, du pareil au Minc, le 10 octobre 2025. Vous avez même écrit cette semaine dans les colonnes de l'Express, Emmanuel Macron est le pire président de la Ve République. Pourquoi vous avez un doute? Maintenant, après la séance de ce soir, la semaine qu'on a vécue, malheureusement, il a gagné le concours haut la main. Pourquoi? Mais vous vous rendez compte, il va rendre la France dans un état bien pire que celui qui était le sien quand il a pris la France. Voilà, donc s'il n'y avait qu'un seul retournement de veste à souligner, c'est celui d'Alain Minc, qui est de la catégorie la Ligue des champions des salopards. Alain Minc, Attali, Bolloré, Niel, Arnaud, tous ces faiseurs de rois, ceux qui murmurent à l'oreille des rois et qui les font. On peut penser à Claude Bébéar, feu Claude Bébéar qui est décédé aujourd'hui au moment où je vous parle, ou hier le 4 ou 5 novembre, donc feu Claude Bébéar, rendons hommage à sa mémoire quand même, ce genre de bonhommes qui ont fabriqué les puissants. Donc je vais pas vous faire la liste de tous les retournements de veste, on a la farce tranquille pour faire ça, donc vraiment je vous l'ai dit, on est sur un format un petit peu plus sérieux. Dans la farce tranquille, je vous les liste, donc je vous renvoie vers les précédents épisodes, 212 et 213 si jamais, je vous ai listé plein de retournements de veste. Là j'ai pris celui d'Alain Minc qui est pour moi le plus symbolique. L'un des fabricants de Macron nous dit non mais en fait il est nul. En fait il est nul. Donc on l'a dit, et on va avancer, le macronisme est en train de se péter la gueule, le macronisme va disparaître, mais ceux qui ont fabriqué le macronisme, ils vont faire quoi? Dont Alain Minc. Parce que personne ne voudra assumer Macron. Ça, c'est la grande force de ceux qui dirigent les opinions. Pour ça qu'ils achètent des journaux. Si c'est pas pour manipuler les cerveaux, à quoi ça sert hein, de se taper des journalistes de gauche qui puent la clope à longueur de journée ou des droitards qui sucent Pascal Praud, ça doit être fatigant. Donc si tu achètes des journaux, c'est quand même à un moment donné pour arriver à tes fins. Sinon c'est pas marrant. Donc, personne ne voudra assumer Macron. Le retournement de veste, pour moi, est d'abord dirigé par des gens qui ne veulent pas assumer l'héritage du macronisme. Donc qui essaient de se sauver le cul avant qu'il soit trop tard. Mais c'est pas une question de Macron en tant qu'individu. Et ça, c'est ce qu'il va falloir bien comprendre, en tout cas ce que j'essaie de défendre aujourd'hui, c'est que cette notion de fabrique à Macron doit être comprise dans le sens où il y a une dissociation entre le produit et le producteur. Macron est un produit. Je ne le déresponsabilise pas. Évidemment qu'il est responsable de son bilan. Un bilan de destruction programmée de la France, on est d'accord. Mais ce serait trop facile. Si on dit Macron est le seul responsable, on estime qu'une fois qu'on a dégagé Macron, la France, ça va être le paradis. Le retour des 30 Glorieuses, on est parti. Ce serait trop facile. N'en soyez pas étonnés, je vais le mettre de côté. Parce qu'on s'en fout. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on est tourné vers 2027. Sauf entrée définitive de la France dans une dictature, Macron ne sera pas président en 2027. Sauf s'il modifie la Constitution, ce qui est une piste tout à fait probable, sauf s'il se retire pour être réélu, ce qui constitutionnellement n'est pas complètement interdit. Et vu qu'il a placé ses pions au Conseil constitutionnel, il pourrait le faire. Mais là, définitivement, ce serait assumé que la France est rentrée dans une forme de dictature. Donc, on va partir du principe que Macron ne sera plus là en 2027. Mais j'entends le fait que ça ne soit pas obligatoire, on est d'accord. Donc Macron, on s'en fout. Le produit est usé, le produit est périmé. Macron, poubelle. Mais l'usine est toujours là. Ceux qui ont fabriqué Macron sont toujours là. Alain Minc, Attali,
tous les milliardaires, de Mathieu Pigasse jusqu'à Bolloré, en passant par Niel, Arnaud, tous ces gens-là sont toujours bien en place et ont toujours des intérêts mirobolants à défendre. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Et puis, de toute façon, est-ce que le peuple a envie de pérenniser le macronisme? Est-ce que la solution n'est pas dans l'alternance, dans l'opposition? Et aujourd'hui, le changement, clairement, il est à droite. Droite, extrême droite. On va prendre les grandes cases de l'échiquier politique tel qu'il nous est présenté. J'entends bien que ça ne veut rien dire. Hein. Je prends les grandes cases par simplicité. Je ne peux pas expliquer toutes les notions non plus que je vais utiliser ce soir, sinon on ne s'en sort pas. Donc, on va dire l'illibéralisme. Voilà, pour faire une case très claire, je vous l'expliquerai dans quelques instants. Pour moi, la nouvelle tendance, c'est extrême droite, mais le vrai nom, c'est illibéralisme. Donc l'extrême droite à la sauce CNews, Rassemblement National, Reconquête, même des mecs de droite qui commencent à se durcir, si j'ose dire. Je parle pas de Darmanin. Éric Ciotti, qui est le premier transfuge LR vers RN. Donc aujourd'hui, la victoire, elle est à chercher ici. Je pense qu'on sera à peu près d'accord là-dessus. Il y a une histoire de la France insoumise qui résiste, mais j'y viendrai dans quelques instants. Je pense sincèrement que ça ne tiendra pas à cause d'une implosion interne. Il y a une envie du peuple, d'une alternance, d'une dissidence, de mettre fin à ce système où on a eu la droite, puis la gauche avec Hollande, puis en fait un peu la droite, puis bon on a alterné depuis 50 ans. C'est toujours la même merde. Avec Macron, on nous avait déjà vendu le changement, on nous avait vendu la fin du monde d'avant, on nous avait vendu un jeune dynamique et tout ça. Bon, bah en fait, ça aussi, c'était de la merde. Donc là, il faut une rupture forte. Et la rupture forte va passer par les extrêmes. En tout cas, parce qu'il est apparenté dans les médias comme des extrêmes. Et donc, à partir de là, la fabrique à Macron tourne à plein régime. On a bien vu que les consommateurs d'iPhone, pour rester dans la métaphore de téléphone, avant, ils prenaient des photos comme ça. Maintenant, leur truc, c'est les selfies. Ils font les selfies, les gens. Donc, on va mettre un appareil photo devant de bonne qualité pour que les gens puissent faire les selfies. Ben, la politique française, en tout cas, j'essaie de filer la métaphore comme ça, c'est un petit peu la même chose. L'iPhone, ça a bien marché. Il y a plein de gens qui l'ont acheté. Mais là, les gens, ils ont un usage différent que le système n'avait pas prévu. Et l'usage différent, c'est ce discours conservateur qui revient. Donc, il va falloir lui servir. Si les consommateurs veulent ça, on va leur donner. Mais ça va rester dans l'esprit de l'iPhone, dans l'esprit du téléphone de base, du produit de base. Donc aujourd'hui, l'illusion de l'alternance, l'illusion de la dissidence, elle s'appelle par exemple Cyril Hanouna. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas faire 50 minutes. Je vous invite à regarder ma vidéo sur Cyril Hanouna, où j'avais décortiqué tout ça. Ce qui est intéressant, c'est pas Cyril Hanouna. On s'en fout, c'est un téléphone comme les autres. Il est fabriqué, ils lui ont mis un truc en plus, une plume dans le cul, ça ira très bien. Ce qui est intéressant, c'est qui fabrique Hanouna. Derrière Hanouna, vous avez eu Vincent Bolloré fut un temps. Aujourd'hui, Hanouna est sur M6, donc c'est le groupe Bertelsmann, qui est un groupe allemand, qui d'ailleurs va être repris par les deux fils de la famille, qui, pour l'anecdote, un des deux bossait chez McKinsey avant. Le monde est petit. Mais bon, je peux pas, voilà, je vais pas développer Hanouna encore pendant 50 minutes, mais vous voyez bien que Hanouna est un trublion qui, au fond, fait ce qu'on lui dit. Ce qu'on lui dit de faire. Il est présentateur d'une émission de télé. Ces émissions, on les achète pour les diffuser sur une chaîne. Il tient le discours de la chaîne. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Sur Bolloré, Hanouna était beaucoup plus vif sur certains sujets, enfin sur CNews chez Bolloré, sur C8 pardon chez Bolloré. Hanouna était beaucoup plus fort, beaucoup plus musclé dans ses discours sur certains sujets qu'aujourd'hui sur M6. Mais c'est pas une question de Hanouna en tant qu'homme, c'est une question qui fait son boulot, donc il fait ce qu'on lui dit de faire. Mais derrière Hanouna, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu Bolloré. On retrouve quelqu'un comme Mimi Marchand, qui pilote des campagnes de communication pour lui sauver le cul. Hanouna est en couple avec la fille de Brigitte Macron. Bon, normalement, point final, c'est réglé, tu vois. Donc, ce qui est intéressant, c'est qui y a-t-il derrière ces gens-là? Au rang des dissidents qu'on nous vend aujourd'hui, parce que je suis obligé d'en parler, on a Sarah Knafo. Sarah Knafo, là encore, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas vous refaire tout le bordel. On retrouve derrière Sarah Knafo, que ça plaise ou non à nos amis pro-reconquête, je vous le dis, c'est pas une question de personne, c'est pas une question d'idée politique. Moi, ce que j'essaie de questionner aujourd'hui dans cette séquence, c'est qui y a-t-il derrière les partis politiques et les personnalités qu'on nous présente. Bon, bah Sarah Knafo, quand elle est à l'ENA, elle se rapproche de Jacques Attali. Ils se rencontrent dans un avion qui va vers la Tunisie, où Sarah Knafo est en stage à l'ambassade de Libye, qui a été délocalisée à ce moment-là. Et
Jacques Attali lui-même a expliqué qu'ils avaient gardé contact pendant un certain temps, qu'ils avaient échangé, qu'ils avaient discuté. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Peut-être qu'aujourd'hui, ils n'ont plus aucun lien. Et d'ailleurs, moralement, je ne vous dis pas c'est bien ou c'est mal. Je vous dis juste qu'on retrouve le même microcosme derrière Sarah Knafo. Exactement le même. Aujourd'hui, Sarah Knafo doit une partie de son succès médiatique aux chaînes du groupe Bolloré. D'ailleurs, aux médias du groupe Bolloré. Elle fait la une d'un hors-série spécial de Valeurs Actuelles. Elle fait la une du journal du dimanche, enfin du hors-série du JDD, une fois tous les 3 semaines, en moyenne. Hein. Donc, les médias Bolloré, derrière, c'est Vincent Bolloré. Je rappelle le parcours de ce monsieur qui a tour à tour soutenu Sarkozy en 2007, puis Hidalgo au municipal à Paris parce qu'il avait des deals avec Autolib à ce moment-là, quelqu'un qui n'était pas contre Emmanuel Macron en 2017, parce que je veux bien qu'on défende les médias Bolloré, mais rappelez-vous que quand Macron arrive au pouvoir, les médias Bolloré ont participé à la propagande pour faire venir Macron au pouvoir. Donc on est dans le cœur de ce que je vous dis. C'est pas une question d'idée politique, c'est pas une question d'individu. Ce qui m'intéresse, c'est qui sont ceux qui fabriquent les candidats. Et ce sont toujours les mêmes. Seule la mort les éloigne de ce genre de choses. Mais ce sont toujours les mêmes. Donc, les pro-Knafo qui vont me tomber dessus en disant « Ouais, mais en fait, tu critiques Knafo parce que tu l'aimes pas. » En vérité, j'en ai absolument rien à foutre. Je vais pas vous mentir. J'ai même vu des pro-Knafo qui m'expliquaient que si je m'en prenais à elle, c'est parce que je suis pro-Asselineau. Bon, si vous voulez, en fait, si ça vous rassure, il n'y a pas de problème. Ce que je vous dis n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste l'état profond, d'une certaine manière, à la française, qui fabrique les candidats que vous allez défendre aveuglément sans comprendre qu'on vous demande de les défendre et que vous le faites bêtement. Mais de l'extrême gauche à l'extrême droite, j'y viens à l'extrême gauche, vous inquiétez pas, tout le monde va manger, évidemment. Donc, Sarah Knafo, c'est ça, c'est une fabrication du système. C'est une dame qui, médiatiquement, est omniprésente. Regardez ses scores électoraux. Une dame qui a réussi à instaurer le grand remplacement dans un parti qui critique le grand remplacement. Éric Zemmour, aujourd'hui, c'est devenu une vitrine de boulangerie. On voit des sondages qui parlent d'elle à 6-7% pour les présidentielles. C'est dans 1 an et demi. Donc, Sarah Knafo est issue du même moule. Je rappelle également le fait que Sarah Knafo, qui n'aime pas Emmanuel Macron, qui n'aime pas tout ça, on expliquait que, et d'ailleurs regardez cette séquence qui est partagée sur Facebook par le compte Zemmour TV, donc j'ose imaginer que ce ne sont pas des ennemis d'Éric Zemmour, écoutez ce qu'on peut entendre sur la stratégie électorale de Zemmour en 2022. Elle a 29 ans, donc 28 là, au moment de la campagne. À l'époque, elle a 28 ans. Eh bien, elle constitue des réseaux, les réseaux qu'il faut autour de lui. Et puis dans ce travail, on a aussi appris des choses assez étonnantes. Vous venez de le relever, elle est très jeune, Sarah Knafo. Eh bien, elle a lu les milliers de Macron Leaks pour essayer de reproduire et de comprendre ce qui avait pu marcher dans cette campagne. Les Macron Leaks, il faut le rappeler, hein, oui. Ce sont des mails qui ont fuité, qui ont été révélés, qui permettent de comprendre un peu comment Emmanuel Macron a monté sa campagne en 2017. Eh bien, elle s'attelle à cette lecture franchement austère pour essayer de reproduire l'exploit du candidat devenu président Macron. Mais voilà. Quand vous dites, elle a... Sarah Knafo, et ça effectivement c'est une information qui est sourcée, qui est renseignée, qui est même partagée par un compte Facebook qui s'appelle Zemmour TV. Sarah Knafo s'est inspirée de la stratégie électorale de Macron pour arriver au pouvoir. Donc on retrouve les mêmes mécanismes, les mêmes architectures, les mêmes contacts. Regardez, je vous invite à regarder ma vidéo où je retrace le parcours de Sarah Knafo. Je tiens à dire qu'à ce moment-là, au moment où je vous parle, je n'ai toujours pas été attaqué en diffamation. Et je l'invite évidemment à le faire, hein, si ce que je dis est faux, si je salis son image en expliquant qu'elle a été fabriquée par tous les fabricants de candidats politiques depuis 40 ans, qu'elle porte plainte pour diffamation, évidemment, c'est la moindre des choses, je le ferai moi-même. Hein. Donc je tiens à rappeler ça. Hein, si je dis des conneries, voilà, il faut évidemment sévir. Donc, on retrouve ces noms-là, on retrouve ces mêmes réseaux. Bardella, c'est la même chose. Bardella et le RN plus largement. Les milieux d'affaires commencent à normaliser le RN. Et c'est la fameuse séquence, on en parle, hein, Bardella qui a été comparé à Hitler sur le service public. On voit bien que le problème, c'est pas que le RN soit porté au pouvoir, c'est que les entreprises, le capital, pour reprendre un langage marxiste, le capital a choisi aujourd'hui qui allait gagner. Je vous l'ai dit, il y a une tendance de marché dans ce que veut le peuple sur le plan électoral qui va vers un discours conservateur. Donc on va lui en donner. Aujourd'hui, vous avez des milliardaires comme Pierre-Édouard Stérin, comme Vincent Bolloré, qui mettent des billes aussi bien pour défendre le RN que pour défendre le Reconquête. Et on verra au moment des élections. Vous verrez qu'à un moment donné, il y aura un grand basculement où ils vont choisir leur cheval. Aujourd'hui, ils misent un peu sur plusieurs pour tester
pour voir ce que veulent les consommateurs et lecteurs, et à un moment donné, ils miseront sur le bon.